Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bon, déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence Internet vie privée et données publiques. Alors, je m'appelle Brendan Abolivier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiant en CIR 3. Je suis également un ancien stagiaire et un actuel contributeur chez la startup Cozy, qui... Exactement, ça se voit sur mon t-shirt. Merci Antoine. Donc, il y a la startup Cozy qui produit une plateforme de centralisation et de protection des données privées. Je suis également alternant chez Thomson Video Networks, mais c'est un petit peu moins pertinent. Je vais peut-être virer un peu la musique, ça serait un bon début. Hop. Ah, c'est pas du tout préparé cette conférence. C'est mieux comme ça. Donc, alors pour ceux qui veulent me retrouver, vous pouvez voir, j'ai foutu quelques liens ici. Et on va tout de suite commencer ce cours qui sera constitué, comme beaucoup le savent, en deux parties. La première, ce sera un état des lieux, ça sera assuré par moi-même, sur concrètement qu'est-ce qu'une donnée privée, comment est-ce que ces données sont récoltées, sont traitées. Et ensuite, on enchaînera avec Gilles, ici présent, sur les outils existants et les bons gestes à avoir pour éviter que nos données personnelles ne soient méchamment aspirées par les méchants sites. On va commencer directement par un petit disclaimer. Cette présentation n'est pas un cours. Mon but ici n'est pas de vous laver le cerveau en essayant de vous apprendre d'essayer de vous faire rentrer des opinions de force. Je vais juste vous énoncer des faits et je vous laisse libre de vous faire votre propre opinion. Ça découle directement du point précédent, mais cette présentation ne sera pas objective. C'est-à-dire que j'ai dit que je vous laisse concrètement faire votre propre opinion, mais ça veut dire que j'en ai déjà une. Donc concrètement, forcément, ça a influencé ma façon de faire mes slides, de préparer cette conférence. Et on va tout de suite commencer, après ce petit disclaimer, maintenant qu'on est d'accord, sur qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Donc une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? Alors selon la loi, on a ici un beau texte de loi. Alors constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée qui peut être identifiée directement ou indirectement par rapport à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. C'est l'article 2 de la loi informatique et liberté. On est d'accord, c'est un petit peu long et chiant et on n'y comprend pas forcément grand-chose. Alors concrètement, une donnée personnelle, c'est tout type de données qui peut vous permettre de vous identifier. C'est-à-dire concrètement votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre adresse email, votre géolocalisation, votre numéro de téléphone, adresse IP, habitude de consommation, etc., etc. Oui, mais pas que. On va prendre un petit exemple. Si on est en train de communiquer sur Internet, je vous dis, de façon plus ou moins anonyme, que je vous dis, voilà, mon travail, c'est gérant d'une librairie à Brest. Ça, vous n'avez pas forcément moyen de savoir qui je suis. Il y a 11 librairies à Brest. Sans compter qu'il y a dedans, il y a Dialogue qui est un gros groupe, etc. Enfin, groupe entre guillemets. Par contre, si je vous dis que je suis libraire à Locronan, vous savez directement qui je suis, il n'y en a qu'une. Donc ça, concrètement, c'est une donnée personnelle parce qu'elle permet de vous identifier, de vous identifier de façon unique et sûre, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est une donnée personnelle, on va voir comment est-ce qu'elles sont traitées, comment est-ce qu'une donnée personnelle est traitée, mais surtout comment est-ce qu'elle est collectée. Parce que cette collecte, elle est vachement facilitée. Facilitée par qui? Par nous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est vachement connectés. Personnellement, je me déplace tout le temps avec un Android dans ma poche. Et ça permet notamment à Google, parce que c'est Google qui maintient Android, de savoir en permanence plein de données sur moi, notamment où je suis. Et le meilleur exemple pour ça, c'est quelque chose qui existe, qui est trouvable super facilement, qui est totalement disponible, c'est le Location History de Google. Toutes vos positions qui sont enregistrées un petit peu en quasi continu et qui sont disponibles pour vous, mais le fait qu'elles soient disponibles pour vous, ça veut dire qu'elles sont disponibles pour Google. Donc là concrètement, on a ma journée du 9 avril 2015. Alors on peut voir que j'ai quitté mon domicile à 7h40, je suis arrivé
ici à Lizen à 7h50, je suis reparti à 12h15. C'était un jeudi l'année dernière, j'étais en 2e année, j'avais pas cours l'après-midi. À 12h30, je suis arrivé chez moi, je suis parti vers 15h30, parce que pareil, c'est un jeudi en 2e année, on a le sport. Je suis allé à la piscine, au Spadium, où je suis arrivé à 15h46, je suis reparti vers 17h10. Je suis retourné à Lizen, je suis arrivé à 17h30 à peu près pour le cours de chinois, je faisais chinois. Et j'ai quitté Lizen à 19h23 pour rentrer 10 minutes plus tard chez moi. Ça concrètement, j'ai pas forcément demandé à Google de retenir ces informations. Il les fait pour nous. Ça peut nous arranger, ça les arrange surtout eux, on va le voir après. Donc ça concrètement, tout le monde, si vous avez un Android ici, vous pouvez très facilement voir cette page à cette adresse. De toute façon, je vous filerai les slides. C'est pas forcément pratique ici. Donc maps.google.com/location history. J'ai une question là-bas. Alors selon Florentin, oui. Selon moi, j'ai pas essayé. À partir du moment où ça communique avec Google, où tu as les applications Google installées, ça communique. On voit pas l'adresse, ouais, parce que ce thème de Reveal.js est un peu daubé pour ce genre de présentation et que j'ai tout simplement pas eu le temps d'aller modifier le CSS. Une dernière question avant que je continue. Ok, donc... D'accord, donc pour résumer, pour ceux qui n'ont pas entendu, légalement ils sont obligés de les désactiver, il y a un moyen de les désactiver, mais concrètement on ne sait pas s'ils continuent à garder nos données. Donc on a vu ici que Google, il voit tout le transit qu'on fait, et c'est une parfaite transition pour moi, pour vous dire que vos données elles sont en constant transit. Vos données elles sont en constant transit entre tous les acteurs du web, parce que vos données elles sont revendues. Waouh, surprise, je vous apprends rien ici je suppose. Exemple tout con, et qui m'est arrivé, donc c'est une capture d'écran ici que j'ai faite d'une vidéo YouTube. J'arrive un matin au travail, j'ouvre YouTube, etc. Je veux écouter un petit peu de musique pour travailler, c'est normal. Alors ici c'est pas un épisode de série, hein, c'est de la musique. Alors, la veille au soir, je me suis dit, j'ai un abonnement Netflix, j'ai envie de me mater une série. Bah tiens, on m'a beaucoup parlé de Marco Polo. C'est sorti il y a 2 ans de mémoire, et je me suis dit, je vais passer toute ma soirée à mater des épisodes de Marco Polo. J'ai passé toute ma soirée à mater des épisodes de Marco Polo. Et le matin, j'arrive au travail sur ma machine de travail où la première pub que je me tape, bah, c'est une pub pour les séries Netflix. Bon, ça, à la limite, ça peut être une coïncidence. Une autre en laquelle je crois un petit peu moins, j'ai pas pris de capture d'écran parce que j'y ai pas pensé à ce moment-là. J'étais au travail, un pote m'avait parlé le midi d'une montre connectée géniale qui s'appelle Pebble, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une petite montre connectée sur laquelle vous pouvez bidouiller super facilement. Et du coup, j'arrive au travail et je fais une petite recherche sur Google parce que j'avais pas encore configuré mon navigateur. Je fais la recherche, je clique sur un lien, je lis un petit peu l'article, je ferme tout, je me remets au travail, ça a duré 5 minutes au max. Sur ce navigateur-là, j'avais aussi TweetDeck et Facebook, surtout Facebook d'ouvert. Et le soir, en rentrant chez moi, je rentre à mon appart, j'ouvre Facebook, et là, qu'est-ce que j'ai sur quoi je tombe pour la toute première fois depuis que j'ai mon compte Facebook, une pub pour Pebble. Donc là, à partir de ce stade-là, les coïncidences, j'y crois pas tant que ça, et j'ai l'impression que je me fais un petit peu fliquer. Et qui de mieux pour me fliquer qu'un fameux acteur que vous connaissez très probablement, Google. Google, c'est cool, il est avec vous partout où vous soyez. D'ailleurs, c'est le slogan d'un de leurs services, Google Analytics, With You Everywhere. Ça résume super bien. Et Google, il fait vraiment tout pour vous suivre sur toute votre navigation sur Internet. On va commencer avec AdSense. AdSense, c'est un petit peu le businessman de chez Google, parce qu'en gros, il va proposer à Webmaster
bah écoute, tu incrustes mon code sur ta page et moi en échange je vais te filer des thunes. C'est vachement attrayant, c'est cool et la plupart du temps ça marche. Le point négatif, c'est qu'à côté, ce code-là, il est chargé par le navigateur de tous les utilisateurs de votre site, de tous les visiteurs, et du coup, ça fait que Google a moyen de récupérer beaucoup d'informations, notamment votre adresse IP, votre localisation, tout le bordel. Et il a moyen également de vous placer quelques cookies dans votre navigateur. Donc les cookies, c'est des petites informations qui sont stockées dans le navigateur. Un autre service qui utilise beaucoup les cookies, mais qui est beaucoup plus discret, c'est Analytics. Analytics, c'est l'espion de chez Google, parce que lui, il va dire au webmaster, tu mets mon code dans ta page, je te fournis des services d'analyse, de statistiques, etc. Mais cette fois-ci, le code, il va être complètement transparent, il va être complètement camouflé, il n'y aura aucune incidence il va y avoir aucune incidence sur l'apparence de la page. Et là, ça fait que ça a forcément beaucoup plus d'attrait. Et ça fait qu'on retrouve Analytics quasiment partout, que vous souhaitiez créer un t-shirt, que vous souhaitiez acheter du matos audio, que vous souhaitiez même, pour les développeurs, voir la qualité de votre code. Il est vraiment partout. Et là, on parle de collecte d'informations. Et il y a un acteur dans la collecte d'informations qui est, je pense, que vous connaissez tous, il s'agit de Facebook, notre cher ami bleu, que lui on va voir sous un autre aspect que Google, c'est sous l'exploitation d'un truc qui est arrivé il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années, avec l'expansion des capacités de stockage, des technologies, etc. Le big data. Le big data, concrètement, ça consiste en récolter plein d'informations le plus possible, les stocker et les traiter, faire des traitements en masse qu'on ne pouvait pas avant et déduire de plein de corrélations des données sur vous, des informations qui n'ont aucun rapport avec les données d'origine. On va prendre deux exemples là-dedans. Un petit exemple, enfin le premier exemple concerne la chaîne de magasins Target. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de supermarchés super connue aux États-Unis, super populaire. Et chez Target, un jour, il y a un homme qui s'est ramené, qui était complètement furieux et qui a dit ça. Hop, petit clic involontaire. Ma fille a eu ça dans le mail et dans le courrier. C'était en gros, j'ai oublié de préciser, sa fille avait reçu des publicités pour des couches pour les gosses, enfin plein de trucs. De nouvelles mamans en fait, et le père arrive et dit ma fille elle a eu ça dans le courrier, elle est toujours au collège, vous essayez de lui envoyer des réductions pour des habits pour enfants et des couches. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de l'encourager à devenir enceinte, à tomber enceinte? Et en fait il s'est avéré que par la suite on a découvert que la fille était déjà enceinte et qu'elle avait juste pas dit à son père. Et ça, Target le savait. Target le savait parce que ils ont analysé plein de données en masse et ont comparé ça avec les historiques d'achat de la fille et ont déduit d'achats complètement sans rapport, complètement insignifiants, comme par exemple des vitamines pour mieux tenir, des sacs plus grands pour tenir et pour faire rentrer des couches ou des affaires comme ça. Et en gros, ils ont déduit de ça qu'elle était enceinte. Concrètement, Target, ça c'est une citation d'un employé de Target qui dit, c'est pour montrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire. Concrètement, si vous prenez par exemple une cliente qui s'appelle Jenny Ward, qui a 23 ans, qui habite à Atlanta et qui a acheté une lotion au beurre de cacao en mars, ainsi qu'un sac assez grand pour mettre, un sac 2 fois plus grand que ce qu'elle avait l'habitude, du zinc, du magnésium et quelques petites autres choses. On va dire qu'elle a une probabilité de 87%. D'être enceinte et que normalement elle devrait accoucher quelque part fin août. Donc ça concrètement Target est capable de le déterminer de par rien que vos historiques d'achat.
Donc ça, ce genre de technique, Facebook le met en place, ainsi que d'autres techniques d'ingénierie sociale, enfin, pas ingénierie sociale dans le sens où on connaît, mais des techniques qui sont utilisées par les personnes qui étudient les sciences sociales, pour déterminer plein de choses. Notamment, il y avait une étude qui est sortie l'année dernière ou l'année précédente, je ne sais plus, qui déterminait que si vous aimiez la page Facebook des frites bouclées, c'est un type de frites très populaire aux États-Unis, bah vous aviez un très haut score d'intelligence. Ça peut sembler un petit peu con comme ça, et il y a une explication derrière ça, donc en plus de ce que je vous ai déjà dit, mais ça c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est une petite vidéo, c'est un extrait d'une minute 44 d'une vidéo qui dure un petit peu plus d'une dizaine de minutes, qui est une conférence du coup animée par Jennifer Goldbeck, qui est chercheuse à l'université de Maryland, et notamment chercheuse en analyse de données, et qui explique également les conséquences que ça peut avoir pour vous, pour moi, pour nous, pour n'importe qui. Hop, j'ai lancé la mauvaise vidéo, c'est génial. Quand la vidéo voudra charger. And it turns out that we have to look at a whole bunch of underlying theories to see why we're able to do this. One of them is a sociological theory called homophily, which basically says people are friends with people like them. So if you're smart, you tend to be friends with smart people, and if you're young, you tend to be friends with young people. And this is well established for hundreds of years. We also know a lot about how information spreads through networks. It turns out things like viral videos or Facebook likes or other information spreads in exactly the same way that diseases spread through social networks. So this is something we've studied for a long time. We have good models of it. And so you can put those things together and start seeing why things like this happen. So if I were to give you a hypothesis, it would be that a smart guy started this page, or maybe one of the first people who liked it would have scored high on that test. And they liked it, and their friends saw it. And by homophily, we know that he probably had smart friends. And so it spread to them, and some of them liked it. And they had smart friends, and so it spread to them, and so it propagated through the network to kind of a host of smart people, so that by the end, the action of liking the curly fries page is indicative of high intelligence, not because of the content, but because the actual action of liking reflects back the common attributes of other people who have done it. An example I often give is that if I ever get bored being a professor, I'm going to go start a company that predicts all of these attributes and things like how well you work in teams, and if you're a drug user, if you're an alcoholic, we know how to predict all that. And I'm going to sell reports to HR companies and big businesses that want to hire you. We totally can do that now. I could start that business tomorrow, and you would have absolutely no control over me using your data like that. Voilà. On est d'accord, ça craint un peu, et je suis quasiment sûr que à peu près que les 3/4 d'entre vous ne savaient pas qu'on pouvait faire ce genre de déduction depuis des données issues de Facebook. Et si ça vous a choqué, un peu remué, etc., bah devinez qui a une infinité de données de plus que Facebook. C'est pas très dur, on vient d'en parler, c'est Google. Google, ils ont notamment une fonction principale, parce qu'au départ, Google, c'est quand même un moteur de recherche à qui vous donnez tout. Vous cherchez concrètement tout et n'importe quoi. Vous lui demandez tout ce qui vous passe par la tête, vraiment tout. Et c'est pas fini. Google, ils ont aussi d'autres services qui sont très, très populaires, très utilisés. Il y en a un que... Alors ici, concrètement, qui a une adresse Gmail? Te cherche pas d'excuses, Florentin. Gmail, Google, via Gmail, lit vos mails, n'importe quoi, vos mails les plus spéciaux, vos mails les plus insolites. Que ce soit le simple échange avec un pote pour organiser une sortie ou un rendez-vous professionnel, ou je sais pas moi, n'importe quoi de spécial, ils sont autorisés à le faire
via quelque chose qui est génial qui s'appelle la politique de vie privée. Et donc ça, c'est un extrait de la politique de vie privée qui est actuellement en ligne chez Google, qui dit concrètement que, leurs systèmes d'analyse sont autorisés à accéder à toutes vos données, en incluant les mails, pour vous proposer des résultats de recherche customisés, des publicités ciblées, etc. Et que cette analyse peut se faire au moment où le contenu est envoyé, reçu ou stocké. Donc c'est-à-dire concrètement n'importe quand. En 2013, il y a une association de consommateurs américaine qui s'appelle Consumer Watchdog qui a poursuivi Google en justice pour justement atteinte à la vie privée. Le représentant de Google a répondu ceci: tous les utilisateurs de mail doivent de façon nécessaire s'attendre à ce que leurs emails soient le sujet d'analyse automatique. Concrètement, ça veut dire que si vous avez des mails, et ça vaut aussi pour les SMS, pour ceux qui ont un téléphone Android qui utilisent Hangouts, ça veut dire que tous vos messages les plus privés, vous devez vous attendre à ce que Google soit capable de les lire, à ce qu'ils soient lus, à ce que vos communications privées n'existent pas des masses, on va dire. Et qui dit mail et SMS dit également contact. Et là, c'est, si vous me passez l'expression, c'est un peu la fête du slip. Parce que Google, il aime bien aussi vos contacts, parce que ça lui donne des infos perso, pas sur vous, mais aussi sur plein d'autres personnes. Google, il récupère vos contacts depuis votre téléphone Android, depuis vos mails, depuis un petit peu partout. Ça, concrètement, je me suis connecté hier soir, je crois, sur mes contacts Google. Et en gros, ici, on a tous mes contacts, toutes leurs adresses mail, tous leurs numéros de téléphone. Alors évidemment, j'ai flouté, pour des raisons évidentes, je pense. Ça, concrètement, je le vois sur le site de Google. Donc ça veut dire qu'il me donne accès, mais qu'il ne va probablement pas se gêner pour récupérer cet accès aussi. Et quand je vois les mails, les résultats de recherche, les habitudes de consommation, etc., je me dis que Google, Google doit avoir une quantité de données sur moi qui est juste waouh. J'ai eu longtemps réfléchi cette transition. Et concrètement, personnellement, quand je vois tout ça, disons que je sens que je me fais un petit peu... Voilà, quoi. Je vous laisse deviner quel personnage, enfin quelle entité je suis sur sur ce gif. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. Enfoiré. Mais on va arrêter de tirer sur l'ambulance. Il n'y a pas que Google qui le fait. Vos données personnelles, elles sont recueillies par à peu près tous les services que vous utilisez. Dropbox, Windows 10, on m'a dit même ce matin que ça s'appliquait aussi à Windows 8 et 7 qui ont été modifiés récemment. Skype, Trello, Imgur, Pastebin, Avast, Pocket, Doodle, qui ici utilisent un des services ou un des logiciels que j'ai cité dans cette slide. Qui ici n'a pas écouté la liste? Ok. Mais les grosses entreprises américaines, c'est pas les seules à vous écouter et à analyser ce que vous faites. Il y a nos chers élus qui se privent pas pour le faire aussi, et qui ont notamment passé une loi assez... Voilà, sur le traitement automatisé des données personnelles. Alors de mémoire, ça s'est passé dans le premier semestre de l'année, suite aux mai-juin, voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ça s'est passé en réponse aux attentats de Charlie Hebdo. Donc pour une histoire de terrorisme, on va mettre tout le monde sur écoute. Concrètement, la loi renseignement, vu que c'était comme ça qu'elle s'appelait, qui est passée, mais il y a eu un amendement qui a enlevé l'histoire que je vais vous raconter, et cette histoire en question qui a été remis, qui a été votée, qui a été acceptée.
consiste en la pose de ce qu'on appelle des boîtes noires, des petits boîtiers qui sont entre guillemets qui sont installés chez tous vos hébergeurs, chez tous vos fournisseurs d'accès, etc. De façon à collecter vos données, parce que forcément ça coûterait beaucoup trop cher de mettre des capteurs chez tous les Français. Du coup, c'est mieux de voir où les flux d'informations passent concrètement, chez votre hébergeur, chez votre fournisseur d'accès, un peu partout. Donc tout ça pour essayer de repérer des éventuels terroristes qui constituent une infime proportion de la population française, on va mettre tout le monde sur écoute. Et ça, bizarrement, c'est assez bien passé. En général, il y a eu quand même beaucoup de débats autour de ça. On a vu notamment dans ces débats sortir une citation que j'aime beaucoup de Benjamin Franklin. Ceux qui acceptent d'abandonner les libertés fondamentales afin d'acquérir une sécurité même temporaire ne méritent ni l'un ni l'autre. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça, encore une fois, c'est que mon avis. Exact. Oui, et finiront par perdre les deux, exactement. C'est un petit peu implicite là-dedans, en fait. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on n'est pas les seuls boulets. Je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Edward Snowden, et qui a, il y a quelques années, sorti plein d'informations sur les traitements opérés par une organisation gouvernementale qui s'appelle, je vous laisse deviner un petit peu, c'est la NSA. On note quand même que, alors, les documents concernaient l'espionnage sur le sol américain d'Américains, ce que la NSA n'a pas le droit de faire, et on note du coup qu'on a un espionnage des Américains d'une société américaine qui a quand même le mot sécurité dedans. Je sais pas vous, mais ça craint un peu. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour mettre tous les Américains sur écoute? Parce que concrètement, ils faisaient pareil que notre gouvernement, mais à l'échelle américaine. Ils ont utilisé la même technique, sauf que pour toucher vraiment tout le monde, et surtout qu'il y a beaucoup plus de fournisseurs d'accès aux États-Unis qu'en France, ils se sont dit on va monter des accords commerciaux avec un groupe de 5 entreprises qu'on appelle communément les GAFAM, pour Google, Facebook, Apple, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Je suis un petit peu paumé dans l'ordre. Et qui concrètement possèdent toutes vos données. Donc il n'y avait pas besoin de mettre une boîte noire chez chaque Américain pour récolter vos données, parce que vous les donnez, enfin chez chaque Américain ou chez chaque habitant du monde, pardon, je vais y arriver, pour récupérer vos données, parce que vous les donnez déjà à tous ces services. Et ça va me faire une transition sur concrètement une réflexion sur comment sont utilisés ces services. Et pour ça, je vais utiliser une image que j'aime beaucoup, qui est utilisée dans les conférences d'un mec qui s'appelle Tristan Nitto, qui est ancien patron et fondateur de Mozilla Europe et qui est maintenant passé chez Cozy. Et en gros, c'est deux cochons qui discutent, et il y en a un qui dit « c'est génial, on n'a rien à payer pour le logement ». Et l'autre qui dit « ouais, en plus la bouffe, elle est gratuite, c'est génial ». Mais le truc, c'est que c'est normal. C'est normal que les cochons ils soient logés et nourris gratuitement, déjà parce que c'est des cochons, ils peuvent pas payer. Mais en plus parce que eux, ils sont pas le client final, c'est pas eux qui payent. Le client final, c'est c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est ceux qui bouffont le saucisson entre potes tranquillement posés en soirée. Ce qui m'amène à faire une analogie avec ça. Quand on utilise Facebook, Google, Amazon, Microsoft, etc., on n'est pas les clients. On est le produit. On n'est pas celui qui mange le saucisson, on est celui qui passe un petit peu à l'abattoir. Bon là je suis d'accord, le rapprochement est un petit peu hardcore. Et concrètement, voilà, on n'est pas les clients, on est les produits. Donc quand on a ces deux cochons qui discutent, c'est nous en fait. Et c'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me dit je comprends pas, ce service est pas réactif,
Je lui envoyais des messages, notamment Facebook avec leur fameux support. Je leur envoie plein de messages, ils me répondent jamais. Pourtant, je suis leur client. Je me marre un petit peu. Pour info, c'est lui Tristan Nito. Voilà. Et là, bon, j'ai expliqué un petit peu tout le problème autour des GAFAM. Et là, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on les évite pas, tout simplement? Bah, il y a un problème. C'est que Google est partout. Je parle de Google, mais je suis quasiment sûr que toutes les personnes ici ont Facebook installé, ont Windows installé, pardon, sur leur ordinateur, au moins en dual boot. C'est même principe. Google, il est partout. Comme je l'ai dit, j'ai toujours un téléphone Android dans ma poche. Quand je rentre chez moi, j'aime bien passer un petit peu de ma soirée à regarder des vidéos sur YouTube. Pour faire cette présentation, j'ai utilisé pas mal d'images que j'ai trouvées sur Google Images. On a fait la communication via un événement Facebook et on a fait la communication par mail via une adresse Gmail. Donc concrètement, oui, les GAFAM, ils sont partout et on peut pas trop. Actuellement, on peut pas complètement s'en passer. On peut pas complètement se couper de cette partie du web. Mais tout n'est pas perdu parce qu'il existe des produits, des outils et des bons gestes qu'on peut utiliser pour se protéger, pour protéger notre vie privée. Et ça, c'est pas moi qui vais vous le présenter, c'est Gilles. Bonjour à tous, moi c'est Gilles Bianic, donc je suis également membre du Club ELEC. Je suis étudiant en M1 et l'année dernière j'étais en alternance à Thales. Donc là vous pouvez voir mon Twitter et puis mon site personnel, mais bon, vous voyez pas très bien en rouge. Les slides seront disponibles après, je pense qu'on les mettra en ligne, donc vous pourrez regarder les slides à nouveau si vous voulez. Donc je vais essayer d'arrêter de vous faire déprimer, donc on peut se passer de Google, Facebook, c'est pas évident, mais c'est possible. Donc je vais essayer de vous montrer comment. Je vais peut-être enchaîner rapidement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à venir me voir après la conférence. Je serai en train de manger des sushis dans le foyer pour info. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment reprendre le contrôle de vos données personnelles. Donc pour ça, je vais vous présenter quelques outils et je vais vous donner des conseils. Donc voilà. Donc pour commencer, j'aurai une question. Vous connaissez tous le navigateur web Google Chrome, je pense. Les Français l'aiment beaucoup. Combien d'entre vous l'ont? Levez la main. Moi, je l'ai aussi. Donc voilà. Donc concrètement, Google Chrome vous espionne aussi. Voilà, c'est un produit Google. Bon, tous les produits Google ne vous espionnent pas forcément, mais il y en a quand même beaucoup. Donc ils envoient des statistiques ils récupèrent vos statistiques sur vos recherches, sur vos mots de passe, tout ça. Et alors qu'il y a une solution qui est simple, donc qui s'appelle Chromium. Donc ceux qui ne connaissent pas Chromium, c'est le même logo que Chrome. Il a perdu un peu de couleur. Et en fait, c'est juste un projet open source, même un projet libre en fait. Je vais définir rapidement ce que c'est libre. Libre, ça veut dire que vous pouvez le modifier, vous pouvez copier le code, le revendre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il a tout le monde le code. Donc voilà, et donc Chromium, vous pouvez l'installer très facilement de la même façon que Chrome, que vous avez installé Chrome. Je suppose que quand vous avez reçu votre PC, vous avez installé Chrome assez vite. Donc voilà, donc Chromium, c'est les mêmes fonctionnalités que Chrome, la même interface, ça y ressemble parfaitement, sauf qu'il ne vous espionne pas. Oui. Chrome ou Chromium, du coup? Ah ouais. Ton historique, tes favoris, l'historique de recherche, en fait, tout peut être chiffré avec une clé privée. Et donc, dans le support, ils te disent, vous allez perdre le support de Google Now à partir de vos favoris et compagnie. Donc, il y a moyen de bloquer certains trucs, mais c'est un truc qui n'est pas du tout publicité. Il faut chercher dans le support. D'accord. Ça, tu m'en avais déjà parlé, mais je croyais que c'était que pour Chromium, en fait. Donc, ok. Bon, apparemment, Chrome intègre une fonctionnalité qui permettrait d'éviter qu'il vous espionne. Mais bon, apparemment, tout le monde ne l'a pas déjà installé. Sinon, il y a un autre navigateur web très connu, donc Firefox. Donc Firefox, ça a été... Oui. Pour la petite histoire, Chromium
à l'origine, Google a repris Chromium, a rajouté ses propres plugins à l'intérieur, on va dire, et l'a mis en tant que son propre navigateur. Donc à l'origine, c'est pas eux qui développent Chrome. Ils reprennent entièrement Chromium, ils rajoutent leur truc et ils vous le passent. D'accord. Mais de toute façon, le code de Chromium est dispo, comme celui de Firefox. Donc Firefox, pareil, c'est libre, sauf le logo. Ok. Donc voilà. Donc Firefox, c'est un autre navigateur très très cool. Donc plein de gens l'utilisent. Donc il est plus connu en dehors de la France. En France, on est plutôt Chrome. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous le conseille également. Après, il y a un autre sujet qui vient, c'est votre système d'exploitation. Donc en fait, la conférence va pas vraiment servir à quelque chose si jamais vous vous mettez pas à utiliser un autre système, parce que si vous utilisez un système qui vous espionne, déjà de base, ça sert pas vraiment. Parce que je le rappelle que maintenant, les dernières versions de Windows, donc Windows 10 et les mises à jour de Windows 7, Windows 8, quand vous tapez sur le clavier, Microsoft le sait. Donc ça sert à rien de cacher vos mots de passe. De toute façon, quand vous tapez sur votre clavier, ils l'ont. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont macOS, c'est à peu près le même délire. C'est pareil. Donc ça change pas forcément. Hein, donc voilà. Donc moi, je vais encore faire de la pub. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien parler. C'est Linux. Donc les distributions GNU Linux. Donc je dis ça parce que c'est le terme exact. GNU Linux. Donc il en existe plein. Mais les principales, donc vous avez Ubuntu à gauche en orange et Fedora à droite. Et moi, ma préférée, elle est peut-être un peu plus pour les geeks. C'est tout au fond à droite, c'est Arch Linux. Je sais qu'il y en a dans la salle qui l'utilisent et qui l'aiment bien. Donc voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ont peur d'utiliser Linux, il n'y a pas de problème, vous venez me voir. Je vous aiderai. C'est pas dur, les gens ont tendance à dire ouais mais Linux c'est compliqué et tout, et en fait à installer c'est aussi simple qu'un Windows, et à utiliser c'est plus simple qu'un Windows, parce que l'interface de Windows est méga mal foutue. Je vais rien dire d'autre, mais Linux c'est plus simple sur certains aspects. Sur votre téléphone, donc pour ceux qui ont Android, il existe une version d'Android appelée Cyanogen ou Cyanogen Mode. Donc concrètement c'est Android mais pas distribué par Google, donc il y a beaucoup de surcouches qui sont en moins. Donc de base il n'y a pas les applis Google, parce que sur les Android les applis Google vous ne pouvez pas les enlever. Quand c'est Google qui vous l'a distribué, vous pouvez les désactiver mais c'est tout. Mais elles sont toujours plus ou moins en arrière-plan. Donc Cyanogen n'a aucune surcouche, le code est totalement disponible, donc il est vérifié par des gens, et donc si jamais il y avait des logiciels espions, ça se saurait. Il y a une appli intéressante à installer sur votre téléphone aussi, c'est F-Droid. Elle permet d'accéder à un contenu d'application, donc beaucoup d'applications, et même des applications qui ne sont pas bloquées sur le Google Store. Oui. Alors, petite remarque, les cyanogènes, elles ont été rachetées par Microsoft apparemment en plus. Donc, okay. Les prochaines versions de Cyanogen auront Cortana, le super... Ah j'aime bien Cortana. Ah, c'est un fork. Alors attends. Donc en fait, ils ont forqué Cyanogen Mode pour faire une version commerciale Cyanogen OS qui sera distribuée avec certains téléphones spéciaux, Samsung je crois. Ok, donc concrètement, on peut toujours avoir Cyanogen sans les surcouches Microsoft du coup. Ok. Donc je reviens à F-Droid. Donc ça vous permet de récupérer plein d'applications, donc des applications même qui ne sont pas disponibles sur Google Store, parce que Google des fois bloque des applications. Ça peut paraître étonnant, mais ils le font. Donc des applications qui ne sont pas disponibles sur Google Store que vous pourrez trouver ici. Et donc voilà. Et ça vous permet du coup, si vous avez un Cyanogen, du coup de ne pas avoir l'application, parce que rien que l'application du Play Store, déjà elle vous suit en fait. Donc déjà elle va balancer des données à Google si vous avez juste l'appli pour télécharger leurs applications. Donc, déjà à partir de là. Sur votre téléphone également, il y a une appli que je vous conseille vraiment d'installer, c'est Signal Private Messenger.
Donc c'est une application d'ailleurs recommandée par Edward Snowden, attention. Concrètement, cette appli, elle chiffre vos messages. Donc, donc vous la mettez en application SMS par défaut. Donc vous pourrez continuer à utiliser vos SMS avec les gens qui n'ont pas Signal tranquillement. Et si jamais vous voulez avoir une communication chiffrée que l'État ne pourra pas surveiller, parce que l'État peut surveiller vos SMS, il suffira d'envoyer des messages à d'autres personnes qui ont également Signal, et sans que vous ayez rien fait, le message sera chiffré. L'interface ressemble beaucoup à l'application Messenger qui est disponible sur les nouveaux Android. Donc c'est une application par Google. Donc l'interface c'est presque la même. Donc on s'y perd pas. N'importe qui peut s'y retrouver sans problème. Même une mamie saurait envoyer un message facilement. Il y a une fonctionnalité hyper intéressante avec Signal. C'est les messages de groupe. Donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser Facebook Messenger et de faire des discussions à 5-10 pour parler d'un sujet et être à 5-10 dans la conversation, c'est la même chose par SMS. Donc il n'y a pas de problème de messages perdus et tout. Si jamais vous n'avez pas le contact, vous voyez juste son numéro. Donc voilà, c'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Il y a une autre fonctionnalité, c'est qu'on peut appeler en chiffré. Donc l'État ne pourra pas vous écouter en direct, vous espionner, tout ça. Donc vous pourrez parler tranquillement avec votre destinataire. Donc là, c'est un screenshot d'un appel avec Brendan. Oui. Ça répond à ta question. Donc les messages sur le disque dur du téléphone sont chiffrés. Donc si jamais quelqu'un vous vole votre téléphone, si vous avez mis la passe-phrase qui a chiffré vos messages, personne ne pourra les lire. Tant que vous n'avez pas la passe-phrase, vous ne pourrez pas les lire. Même n'importe qui de très doué ne pourra pas les lire, c'est chiffré. Oui. Replicant, ouais, je vois, ouais. Ouais, justement, ouais, j'ai pas voulu en parler parce que Replicant, du coup, je crois que toutes les applis passent pas forcément dessus, donc c'est un peu plus complexe. Si vous avez envie, vous essayez. J'ai jamais essayé, donc je pourrais pas trop vous dire. Un problème de capteur. Ah ouais. Ouais, si elle est compatible avec votre téléphone, c'est bon, et sinon elle est pas compatible, quoi. Enfin, elle peut avoir des. Ok. S'il y en a qui l'ont installé, je veux bien des retours. Je vais juste faire une petite interruption. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe, comme ça je me déplace avec le micro et on entend dans l'enregistrement. C'est toujours mieux. Ok, merci Brandon. Voilà, donc j'en étais sur le disque qui est chiffré. Donc si vous mettez la passe-phrase, on vous vole votre téléphone, on ne pourra pas lire vos messages. Donc ça, c'est plutôt sympa à savoir. Et il y a également une fonctionnalité qui est pour l'instant c'est disponible seulement en bêta. C'est Signal Desktop. Donc en fait, c'est une extension à installer sur Chromium ou Chrome, si vous voulez toujours rester sur Chrome. Et ça permet de voir vos discussions sur votre PC. Donc si vous envoyez un message, c'est comme si vous envoyez par votre téléphone. Pour le destinataire, c'est la même chose. Donc c'est vraiment sympa quand on est sur le PC, qu'on a le téléphone à côté, plutôt que prendre le téléphone, vous restez sur le PC, quoi. C'est plutôt sympa. Et une question. Elle existe aussi sur Firefox, cette extension, ou pas? Pour ceux qui l'utilisent. Pour l'instant, non. Mais c'est en développement. Pour l'instant, c'est un projet qui vient de démarrer, parce que Signal est assez jeune, en fait. Ça a fait un coup... ça a été très utilisé rapidement. Donc, en fait, ça fait un boom parce que Edward Snowden l'a conseillé. Oui, c'est un élément aussi. Ouais. Quand Edward Snowden dit « je conseille ce produit », c'est qu'il doit être à peu près bien. Et aussi pour préciser, pour revenir sur ce que tu disais, comme quoi c'est en développement, Signal est actuellement en bêta fermée sur liste d'attente. Donc c'est pour dire, c'est encore dans un état assez... Où on peut faire un git clone. Et encore, ça marche pas tout le temps. Voilà. Ouais, bref. Oui, c'est vrai que ça marche pas. Une des raisons pour laquelle Signal que Snowden a trouvé Signal intéressant, c'est que c'est totalement libre.
Donc vous pouvez modifier l'application qui est sur votre téléphone, vous pouvez en faire ce que vous voulez, la redistribuer, et vous pouvez aussi vous faire votre propre serveur Signal. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser leur serveur, vous pouvez vous amuser à en remettre un sur un autre serveur. Par contre après, je garantis pas que vous puissiez parler avec tout le monde, mais c'est toujours sympa de savoir que le code est disponible et qu'on peut, si jamais le service nous plaît pas, qu'on peut le faire de notre côté. Donc voilà pour l'appli Signal que je conseille fortement, comme Edward Snowden. Maintenant on va parler du cloud, donc du cloud personnel. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un cloud, c'est tout simplement... Voilà, vous pourrez venir la semaine prochaine, mais j'ai cru comprendre que c'était plus pour les développeurs. Simplement un cloud, c'est un espace sur Internet sur lequel vous allez stocker vos fichiers. Donc c'est super pratique parce que ça va permettre que si jamais vous faites voler votre machine ou vous cassez votre ordi, je ne sais pas comment, vous pouvez toujours récupérer les données plus tard sur une autre machine. Et vous pouvez y accéder depuis votre téléphone, depuis votre PC, depuis le PC de chez quelqu'un d'autre. Vu que c'est sur Internet, ça permet que vous puissiez les utiliser de partout. Donc il y a beaucoup de services de cloud connus. Donc il y a le Google Cloud, donc par Google. Il y a l'iCloud par Apple. Il y a le OneDrive de Microsoft et il y a Dropbox aussi qui est considéré comme un cloud. Donc pour ceux qui utilisent ces services, sachez qu'il n'y a aucun qui vaut mieux l'un que l'autre. Ils sont tous ils revérifient tous vos fichiers, ils en font des statistiques, ils font un peu ce qu'ils veulent avec vos fichiers, surtout Dropbox. Concrètement, ils synchronisent et ils sauvegardent vos fichiers. Vos photos, donc sur Android par exemple, de base, vos photos sont synchronisées sur votre compte Google, donc c'est pratique si vous perdez votre téléphone, vous les retéléchargez, vous les avez encore dans votre téléphone. Mais bon, Google là aussi, quoi. Donc si vous prenez des photos en soirée, vous dites qu'elles sont disponibles sur Google, c'est pas top. Vos contacts également, donc tous vos contacts du téléphone, Google les a si jamais vous avez mis votre compte. Donc voilà, c'est pareil pour les Windows Phone, pour les iPhones. Votre agenda également, en fait tous vos fichiers globalement. Donc il y a un avantage pour vous, c'est qu'ils sont accessibles. Ils sont accessibles partout pour vous, mais aussi pour Google, pour Facebook. Voilà. Moi, je vais vous montrer comment faire face aux GAFAM et à installer votre propre cloud. Je vais en montrer un qui est offert par OVH. Donc ça s'appelle Ubique. Donc oui, je fais un placement de produit, mais en même temps, je tiens à dire qu'ils ont quand même la gentillesse de nous offrir 50 gigas à nous, Iséniens. Donc sur le service sur l'ENT, dans le service informatique, vous pouvez récupérer un lien vers le truc Ubique d'OVH et vous pouvez disposer de 50 gigas gratuits au lieu des 10 ou 25 gigas. C'est 10 ou 25, je sais plus. C'est peut-être 25 maintenant. Donc vous avez le double parce que vous êtes isénien. Donc voilà. Concrètement, vous pouvez stocker vos fichiers comme un cloud normal. Il y a une synchro pour les contacts, pour les photos et tout ça. Voilà. Vous pouvez également vous installer un OnCloud ou commander un OnCloud. Donc OnCloud, c'est un service libre qui permet en fait de stocker vos fichiers, de synchroniser vos contacts, synchroniser votre agenda. Vous pouvez encore rajouter plein de plugins, je les connais pas tous, mais il y a un système de plugins super bien foutu pour synchroniser différents trucs. Donc vous mettez ça sur votre serveur. Concrètement, ça a cette tête-là. Voilà, c'est assez user-friendly. Vous pouvez voir vos fichiers en ligne et vous pouvez les synchro depuis à peu près n'importe quel périphérique. Si jamais vous voulez pas faire l'install, que vous n'êtes pas assez geek pour faire l'install sur votre serveur, il n'y a pas de problème, il y a des serveurs, il y a des services qui proposent d'héberger votre OnCloud. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Donc je les connais pas, mais vous pouvez aller voir. Je pourrais essayer de regarder ça avec vous. Sinon, il y a une autre plateforme sympa qui est sur le t-shirt de Brendan. Donc c'est Cozy Cloud. Donc là, si vous avez des questions sur Cozy Cloud, ce sera peut-être mieux d'aller voir Brendan. Donc en fait, c'est
C'est une plateforme qui permet de décentraliser, de centraliser vos données, mais vous les centralisez sur le serveur de votre choix, donc vous l'installez sur un serveur. Vous pouvez même les contacter, ils vous en installent un gratuitement, qui est plutôt sympa. C'est encore un avantage d'être à l'ISEN. Alors, je tiens à dire justement un tout petit truc. On a vu dans la partie que quand c'est gratuit, c'est toi le produit, entre guillemets, c'est un truc qui se dit souvent sur Internet. Là, c'est un type d'exception, c'est les bêta fermés, même les bêta-tests en règle générale, c'est-à-dire que vous les rémunérez pas avec de l'argent, mais avec des retours qui les aident à travailler sur le produit. Là, concrètement, c'est un produit en développement. Ils ont besoin de retours pour savoir quoi améliorer pour faire une version finale qu'ils pourront commercialiser. Ouais. Et il existe d'autres produits également. Des fois, ça peut être financé par un État, par une entreprise. Donc, on peut penser qu'ils ne vous volent pas de données. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent les services, de savoir d'où viennent l'argent, parce que ça compte beaucoup. Donc, Cozy Cloud, normalement, c'est bon. Donc voilà, donc vous pouvez stocker vos documents dessus sans problème, vous pouvez synchroniser vos contacts. Donc moi personnellement, sur mon téléphone, j'ai l'application Cozy, donc mes contacts, mes photos et mon agenda est synchronisé avec Cozy. Donc c'est plutôt pratique, comme ça je sais que c'est pas Google qui a mes contacts. Comment ça se présente? En gros, c'est une plateforme où vous pouvez installer des applications, donc un peu comme sur un téléphone. Vous choisissez d'installer telle application, elle se télécharge, elle s'installe toute seule. Et après, vous n'avez plus qu'à configurer. Et les applis qu'il y a en général, c'est des applis pour récupérer les données depuis Google, depuis quelque part d'autre, et de pouvoir y accéder facilement. Donc c'est super sympa comme principe. Et pour l'instant, ça se lance, c'est une start-up, donc faut les aider si jamais on veut que ça avance. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur le cloud, je pourrais être dispo tout à l'heure également. Sinon, il y a un gros point aussi, c'est les emails. Donc concrètement, on a souvent une adresse avec Gmail par exemple. Donc en fait, il y a votre nom d'utilisateur le nom de domaine. Donc pour les adresses Gmail, donc gmail.com. Il y a d'autres choses, il y a Hotmail, tout ça. Il y a Outlook aussi. Donc ces services-là, c'est des services des GAFAM. Hein. Donc vos mails, ils les lisent. Brendan on l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc si vous voulez pas qu'ils lisent vos mails, essayez d'avoir votre propre boîte mail, ça peut être un bon début. Concrètement, s'installer une boîte mail, ça peut se faire avec un hébergeur. Donc vous allez vous acheter un nom de domaine. Donc moi par exemple j'ai le nom de domaine jbianic.fr, donc tous les mails @jbianic.fr, je vais les recevoir. Pas besoin de me spam. Je présente par exemple OVH. Donc par exemple pour 3 € par mois, vous pouvez avoir 10 boîtes mail. Donc ça veut dire qu'il y aura 10 espaces d'où vont arriver vos mails. Attention, je vois Pierre va prendre son micro. J'ai trop criqué. Non, donc voilà, donc pour 3 € vous avez 10 boîtes mail. Et en fait, une boîte mail, c'est un espace où vont arriver vos mails. Mais par contre, après, il y a l'adresse mail. C'est pas pareil. Une adresse mail, vous pouvez faire des alias, des redirections. Donc vous pouvez faire qu'une adresse, je sais pas, pierre@monnomdedomaine.fr, il arrive quand même sur contact@monnomdedomaine.fr. Donc ils vont arriver tous dans la même boîte mail. Juste petite astuce pour ceux qui n'ont pas envie de payer 3 € par mois. Il y a une offre qui est un peu cachée chez OVH qui permet d'avoir un serveur mail pour 5 € à vie. Sérieusement, c'est pour 5 € une fois, on a droit à 5 adresses mail, 500 mégas, enfin de quoi démarrer facilement en fait une boîte mail. La seule condition, c'est d'avoir un nom de domaine chez OVH. Donc pour ceux qui veulent, ça s'appelle MXPlan, à chercher sur Google et à chercher un peu profondément parce qu'ils voulaient enterrer cette solution. Oh. Cherchez sur DuckDuckGo plutôt. Attends, on y arrive. Tu me montreras ça. Donc voilà. Sinon, il y a un autre hébergeur, c'est Gandhi. Donc c'est aussi français comme OVH. OVH c'est français au cas où vous ne le sauriez pas. Donc Gandhi, ils ont pareil. Donc vous payez votre nom de domaine et avec votre nom de domaine, vous avez 5 boîtes mail et 1000 alias. Donc 1000 alias, je pense que vous avez de quoi.
Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. 1000 redirections, donc c'est des alias. Donc voilà, un nom de domaine concrètement, un nom de domaine.fr, c'est 7 € par an, et chez Gandhi ça monte à 12 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais il y a le... Tout dépend de... Ok. Et ben donc concrètement ça va quoi, 15 € par an pour une boîte mail, enfin même pour 5 boîtes mail, c'est pas cher quoi. Donc voilà. Et si jamais vous voulez pas que ce soit un hébergeur qui gère vos mails, que vous êtes un peu un geek, vous pouvez installer votre serveur. Donc les mails, c'est peut-être le truc le plus dur à maîtriser sur Internet. Donc concrètement, pour avoir une bonne boîte mail, il faut tout ça. Vous pourrez demander à Bruno. Donc concrètement, il vous faut le serveur mail, donc postfix, il vous faut Dovecot qui va vous récupérer, qui va vous permettre de vous connecter pour récupérer vos mails. Je vais pas tout faire, mais il vous faut la base de données, l'anti-spam, l'antivirus, l'administration, vacation, bon, ça c'est pour les vacances, ça compte pas. Mais il vous faut pas mal de trucs pour réussir à installer un serveur mail, et ça peut être complexe, même pour moi, je l'avoue, c'est un peu pénible à faire. Sinon, il y a un autre service que vous pouvez installer sur votre serveur, c'est Mail in a Box. Concrètement, ça va s'installer sur une version Ubuntu. Et en gros, ça va vous configurer tout ce que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est plus simple à faire parce que déjà, vous avez quelque chose de graphique pour installer tout ça. Donc, c'est un peu plus facile, mais ça reste assez pénible à faire. Donc, utiliser les hébergeurs, c'est plutôt simple. On paye juste 10-15 €, c'est aussi bien. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de moteur de recherche. Donc Brendan a un peu avancé dans ça, mais donc voilà. Donc si jamais vous voulez pas, utiliser Google quand vous êtes en train de taper sur votre clavier, que Google le sache pas forcément, vous pouvez utiliser d'autres moteurs de recherche. Il en existe plein. Donc Quant. Donc voilà, Quant c'est un moteur de recherche français. Donc il est vraiment intéressant, en plus il est super sympa à utiliser, donc je vous le conseille. Donc il respecte vos données, ils vont pas vous traquer. Moi personnellement c'est pas Quant que j'utilise, c'est DuckDuckGo. DuckDuckGo c'est un service américain, donc il ne vous traque pas. Et il y a c'est un peu comme Quant, il est super sympa à utiliser. Et il a un gros avantage, c'est les bangs. Donc les bangs, en gros, c'est un point d'exclamation que vous allez mettre dans votre barre de recherche, donc comme ceci. Et vous allez mettre, quand vous mettez juste un bang par exemple, ça va faire comme sur Google, j'ai de la chance, donc ça va accéder direct à la première page qu'il trouve là-dessus. Mais il y a plein de bangs disponibles. Par exemple, le bang YT, ça va vous permettre de faire une recherche, mais pas sur DuckDuckGo, directement sur YouTube. Donc vous gagnez une étape à cliquer quoi. Vous mettez bang G, ça va faire la recherche sur Google. Vous mettez bang A, ça fait Amazon. Et puis il y en a plusieurs dans l'image. Donc voilà, Wikipédia aussi, bang W, ça va direct sur Wikipédia rechercher. Donc ça c'est pratique quand on sait que de toute façon on va arriver sur Wikipédia quand on recherche une définition. Ça vous fait gagner du temps. Le problème de DuckDuckGo, c'est que par exemple si vous faites le bang G pour faire une recherche sur Google, c'est votre PC qui va aller faire la recherche sur Google ensuite. La redirection se fait sur votre PC. Donc au final, Google aura obtenu votre adresse IP et quelques informations quand même. Donc sinon, il y a un autre service appelé Framabi. Donc ils vont servir plus ou moins de proxy. Donc pareil, ils ont le système de bang aussi. Donc vous mettez un bang Go et ça va aller faire votre recherche seulement sur Google. Et l'avantage, c'est que c'est eux qui vont faire la recherche. Ils vont vous envoyer le résultat. Donc Google ne saura pas que vous avez fait la recherche. Pour eux, ce sera Framabi qui aura fait la recherche. Donc ça vous permet de gagner déjà un niveau d'anonymat plutôt acceptable. Il est configurable, donc vous pouvez choisir qu'il fasse des recherches sur différents navigateurs. Donc DuckDuckGo est dedans. Il y a Bing aussi, Wikipédia, Google, enfin tout ça. Donc il va aller centraliser toutes les réponses et vous montrer quel site a affiché, vous ramène quel résultat. Donc c'est assez pratique. Et il existe un moteur de recherche qui est également un navigateur, qui est aussi un navigateur internet, donc ça s'appelle Tor.
Donc faut en parler. Tor, c'est pas pour les criminels, hein. Il y en a qui disent ça, c'est pas pour les criminels, c'est pour les gens qui veulent juste être anonymes. Donc les criminels aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a les journalistes aussi. Pour eux, c'est très très important d'être anonyme sur Internet parce que si jamais on sait ce que vous recherchez, on sait sur quoi vous enquêtez et ça peut déplaire à certains. Donc les journalistes utilisent énormément Tor. C'est l'outil qui empêche la censure en fait. C'est comme ça qu'il est vendu, c'est l'outil qui empêche la censure. Donc si jamais un jour votre pays décide de bloquer Tor, c'est pas bon. Notre pays a essayé, la Syrie a essayé. C'est tout. Donc là-dessus, on peut baisser la tête quand on dit qu'on est français, quoi. Enfin bref. Mais c'est pas passé normalement, si je dis pas de bêtises. Oui, Thomas. Alors qu'à savoir, moi j'aime bien les anecdotes marrantes. Tor, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez pouvoir notamment vous connecter sur les darknets. Et les darknets, à l'origine, ça a été inventé par les États-Unis pour les pays en guerre et sous dictature, pour qu'ils les résistants puissent utiliser un réseau sécurisé et anonyme pour s'organiser, créer des résistances, parler et ne pas avoir de censure. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, justement, ça a posé problème parce qu'il y a énormément de marchés noirs qui se sont développés sur les darknets et ça a posé problème aux États-Unis qui ont tenté du coup après de le mettre sous contrôle. Ça fait du coup 10-15 ans qu'ils essayent de le mettre sous contrôle, ils n'y arrivent toujours pas et notamment Tor. Donc partez du principe que si la NSA n'arrive pas à le mettre sous contrôle, bon courage pour les autres pays. Et voilà. Il y a une autre question. Non, c'est plus une réponse. Ok. Parce que là, pour le coup, Tor, il n'est pas sous contrôle de la NSA, mais il faut savoir que la NSA peut quand même décrypter ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'ils ont une infrastructure tellement importante. Oui. Ouais, d'accord, ok. Hein? Oui, donc je vais expliquer concrètement le fonctionnement de Tor. Donc en fait. Une autre anecdote. Oh là, vas-y. Après j'explique. Si je ne me trompe pas, actuellement, l'investisseur majoritaire sur Tor, c'est le gouvernement américain. C'est vrai, il y a Google aussi. On sont plus ou moins liés. Jusqu'à il y a 2 mois, Google était le principal financeur de Firefox. Ça fait 6 mois que ça a changé, donc faut pas même voir forcément le mal dans tout. Faut juste faire attention et se faire sa propre opinion. Voilà. Donc, quand Google finance quelque chose, c'est pas forcément que c'est quelque chose de mauvais. Ils sont le premier à financer des milliers d'euros dans des outils open source. Ils sont les premiers à contribuer. Ils ont fait J'avais vu les stats Google, combien de patchs ils ont fait pour Linux, pour la Sécu. C'est affolant. Ils utilisent des outils open source. Ils donnent des outils open source. Il y a énormément là Ils sont dans une vague où quasiment tout ce qu'ils développent en fait et passe open source parce qu'ils s'en foutent. Typiquement, ce qui est important, c'est la data. Et eux, ils ont la data, donc ils open source des outils énormes. Ils ont open sourcé une version de leur orchestrateur, le truc qui fait tourner des conteneurs. Ils ont open sourcé leur reverse proxy. Ils ont open sourcé, plein de trucs. Donc, il faut faire vraiment, faut pas voir le mal partout. Je te laisse expliquer, Tor. Voilà. Donc, voilà. Donc concrètement, Tor, c'est un réseau. Donc c'est The Onion Router, donc le routeur oignon, donc c'est des couches en fait. Et en fait concrètement quand vous allez vous connecter au réseau Tor, vous allez arriver sur un serveur qui est répertorié dans tous les serveurs de Tor. Vous allez arriver dessus, donc votre requête déjà elle va être chiffrée avec ce serveur. Ensuite le serveur il va aller parler à un autre serveur, donc la communication va être chiffrée avec l'autre serveur. Donc un serveur va aller parler à un autre serveur, qui va aller parler à un autre serveur, qui va aller parler à un autre serveur, et au final vous allez sortir et vous allez arriver là où vous vouliez arriver sur Internet. L'avantage qu'a ce truc-là, c'est que si jamais je suis la NSA, je contrôle, admettons, 3 routeurs, vous passez par 3 de mes routeurs, c'est pas grave, parce que de toute façon ma connexion elle est chiffrée, donc si jamais il suffit qu'il y ait 2 routeurs de rang qui ne m'appartiennent pas, moi, la NSA, eh ben, je ne saurais pas d'où vient votre requête. Donc en fait, déjà, je n'aurai pas le contenu, donc ça c'est une première chose. Mais il y a aussi une deuxième chose très importante quand on est sur Internet, c'est ne pas savoir où on est et vers quel site on va. Parce que si jamais on voit que vous communiquez avec tel site,
On saura pas ce que vous faites, mais bon, si c'est par exemple si c'est un site porno, on se doutera quoi. Donc voilà, concrètement déjà le fait de savoir sur quel site vous vous connectez, c'est déjà un problème en soi. Donc avec Tor, vous pouvez vous perdre dans le réseau et les requêtes elles passent et même la NSA a vraiment du mal à essayer de voir ce qui passe quoi. Bon, il y a des pas convaincus là-bas. Ok. Ouais, bon. Bon, peut-être que la NSA maintenant a les moyens. Hein? Ça commence à arriver. Bah, déjà, il y a une chose qui est sûre, si jamais tout le monde se mettait à utiliser Tor, même vous qui avez juste besoin de rechercher un document pour le cours, eh ben, si tout le monde se met à utiliser Tor, c'est clairement plus dur pour la NSA de vous retrouver parmi tout le réseau. Quand il n'y a que les criminels et les journalistes qui se baladent, bah forcément, soit ils trouvent un journaliste, soit ils trouvent un criminel, donc c'est plus simple pour eux. Donc c'est pour ça que je vous dis que utiliser Tor, ça n'a rien de mal, je vous le conseille même, parce que au final, ça montre que vous êtes libre. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Et je pense que j'ai dit ce qu'il fallait sur Tor. Donc il n'y a rien de mal à utiliser Tor. Et si un jour on vous interdit d'utiliser Tor, c'est que vous interdit d'être libre. Donc ça, c'est un problème aussi. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Maintenant, je vais vous parler des cookies sur votre navigateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le cookie, c'est un fichier texte. Brendan en a parlé tout à l'heure. Qui va enregistrer quelques petites infos qui vont vous permettre de plus ou moins de vous tracer. Donc l'intérêt de base des cookies, c'est de vous garder connecté à un site. Donc quand vous vous connectez sur votre site, vous mettez rester connecté. Concrètement, ça va écrire dans un cookie une clé, et quand vous reviendrez plus tard, même si vous avez changé d'adresse, le site il va reconnaître la clé, il va faire OK, c'est bon, c'est lui, et il va vous laisser connecter. Mais il faut savoir que les sites vous traquent, et s'ils le font, c'est à cause des cookies. Ouais, le jeu de mots est... Bref. Donc s'ils le font, c'est à cause de vos cookies, parce que vos cookies, vous les laissez trop accessibles. Donc essayez de les laisser plus dur à accéder. Donc voilà. Donc moi, je vous donne un conseil. Je dirais pas que c'est le conseil idéal. Je sais pas. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je fais. C'est que je les supprime. Tout simplement, quand je quitte mon navigateur, les cookies disparaissent. Donc voilà. Donc ça, c'est dans le menu sur Firefox, vous avez deux petites parties qui sont sympas. Donc c'est les cookies tiers, donc third party cookies. Donc en fait, c'est les cookies que mettent les autres sites quand vous visitez un site. Donc ça veut dire que vous pouvez aller sur un blog paumé quelque part. Il suffit que le gars il ait mis un petit bouton, un petit bouton que vous pouvez cliquer pour mettre un j'aime sur Facebook. Et ben, en fait, Facebook, il aura déjà mis un cookie dans votre navigateur. Alors que vous n'êtes jamais allé sur Facebook, vous êtes juste allé sur le site du gars pour voir ce qu'il disait. Et du coup, concrètement, Facebook, maintenant, il sait que vous êtes allé sur ce site. Donc, c'est pas forcément terrible. Donc, pour bloquer ça, par exemple, on peut interdire les cookies tiers ou juste limiter aux sites que vous avez déjà visités. Et puis moi du coup j'ai rajouté aussi que quand je quitte mon Firefox, mes cookies disparaissent, donc la prochaine fois je reviens avec 0 cookies. Et là vous allez me dire mais c'est nul ton truc, à chaque fois que je vais relancer mon navigateur je vais devoir me reconnecter sur le site. Eh ben oui, mais pour ça vous n'êtes pas obligé de retenir tous vos mots de passe et de devoir les rentrer à chaque fois. Je vous conseille un gestionnaire de mots de passe. Donc LastPass par exemple, c'est un gestionnaire de mots de passe que j'utilise. Il est très pratique. En fait, concrètement, comment ça marche? Vous allez mettre une passe-phrase, donc un mot de passe en fait, et ça sera le seul mot de passe que vous aurez à retenir. Donc vous avez intérêt à mettre quand même un bon mot de passe. Hein. Vous ne mettez pas 5 caractères, vous en mettez au moins une dizaine. Moi, perso, j'en ai 24. 24 avec des caractères spéciaux, donc il peut y avoir des points d'exclamation, des dièses, des dollars ou des caractères comme ça. Donc concrètement, si jamais quelqu'un veut essayer de trouver le mot de passe, je pense qu'il ne trouvera jamais, sauf s'il m'a espionné. Et en fait, vous allez avoir accès à vos mots de passe qui sont enregistrés. Donc concrètement, moi, quand j'arrive sur mon Firefox, je le démarre, hop, je me connecte à LastPass. Et après, quand j'arrive sur un truc, par exemple sur Facebook, les champs identifiés en mot de passe sont déjà remplis par mon LastPass. J'ai plus qu'à mettre OK. Donc personnellement, là, vous me demandez mon mot de passe Facebook, je le connais pas. Je sais que c'est LastPass qui le connaît. Et là, vous allez vous dire, hein? Quoi? Mais oui? Non, mais je le connais pas.
Ah non. Ah bah demande à la NSA. La Non, NSA doit le connaître quand même, ton mot de passe Facebook, je pense. Oui, je pense. Ouais. Donc voilà, les données, ça transite rapidement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vous allez me dire que c'est dangereux, mon truc. Si jamais quelqu'un il a mon mot de passe, il peut récupérer il peut récupérer tous mes mots de passe. Ouais, mais il faut savoir qu'en fait, tous vos mots de passe vont être chiffrés. Donc LastPass ne connaît pas tous vos mots de passe. La seule personne qui peut connaître vos mots de passe, c'est vous. Une fois que vous avez récupéré vos mots de passe, votre navigateur tout seul les déchiffre avec votre mot de passe principal. Et à partir de là, vous avez les infos mots de passe qui sont associés à vos sites. Il y a un autre système qui fait ça. Il y a KeePass. Donc KeePass, c'est open source. Je crois même que c'est libre. Donc vous pouvez l'installer sur un serveur et comme ça vous pouvez synchro tous vos périphériques dessus. Certaines boîtes maintenant vous forcent à l'utiliser. Donc voilà, ça rajoute une sécurité. Pierre peut témoigner. Certaines boîtes le forcent l'obligation de KeePass. Typiquement OVH. Voilà. Donc typiquement Pierre Moi je connais qu'un seul mot de passe, enfin 2 mots de passe, celui de la session de mon ordi et mon mot de passe KeePass. Et sinon, tous les mots de passe d'accès au Jabber, voilà. à tous les services web internes, ou même les clés SSH, tout doit être rentré dans KeePass en fait. Donc voilà. Sinon, il y a un troisième, il en existe plusieurs, des gestionnaires de mots de passe. Là, je vous en présente 3. Je présente le dernier, donc c'est Dashlane. C'est un autre gestionnaire de mots de passe. Contrairement à LastPass, je crois qu'il n'y a pas l'application sur mobile. Mais par contre, il est français. Donc ça, on peut s'en vanter. C'est un bon gestionnaire de mots de passe. Donc voilà, un truc bien fait en France. Oui. Bien sur mobile ? Ok, j'ai dit des bêtises. Donc ok, il est aussi disponible sur mobile. Je croyais qu'il n'était pas. Désolé. Donc une raison de plus pour l'utiliser, parce que s'il est comme LastPass mais qu'il est français, pourquoi pas utiliser un truc français, hein. Donc voilà là-dessus, si vous avez des questions, je serai toujours là tout à l'heure. Maintenant je vais vous parler de Google Analytics. Donc Brendan vous en a parlé, il vous espionne, il permet au site qu'il utilise de faire des statistiques, il permet à Google de contrôler à peu près tous les sites du web. Donc grâce à ça, ils ont vraiment une bonne force de frappe. Google, ils ont plein d'informations sur plein de sites, ils savent ce que vous visitez, quel site vous visitez ensuite, et l'autre. Ils peuvent savoir ce que vous faites toute la journée. Donc déjà, je vais m'adresser à tous les développeurs web de la salle. Donc mes amis, juste arrêtez Google Analytics. Voilà, c'est tout simple. Et il existe d'autres solutions, par exemple Piwik. Donc Piwik, c'est open source. Ça va vous permettre donc c'est pareil que Google Analytics, vous allez insérer votre petit script dans la page, sauf qu'il ne va pas être connecté à Google, il va être connecté à votre serveur. Donc vous aurez vos statistiques sur votre serveur, mais Google ne les aura pas, quoi. Donc ça change quand même la donne, c'est vraiment important pour tous les utilisateurs. Donc voilà, et sinon les internautes, vous pouvez installer par exemple Ghostery. Donc Ghostery va vous permettre de traquer tous les scripts qui vous traquent, donc concrètement Google Analytics, et il y en a des milliers d'autres. Je crois qu'il en référence plus de 2000, un truc comme ça. Et donc vous pouvez choisir d'accepter tel tracker ou de le désactiver quand vous arrivez sur une page. Donc par défaut il le bloque, vous pouvez choisir de l'autoriser après. Donc voilà, ça vous permet de ne pas être traqué sur votre navigation. Sinon maintenant je vais vous présenter d'autres services communautaires libres. Donc je vais juste vous présenter quelques trucs et après j'en aurai fini. Donc par exemple quand vous avez besoin d'une carte, d'une map, d'un GPS, tout ça, vous pouvez arrêter d'aller sur Google Maps et tout simplement aller sur OpenStreetMap. Donc OpenStreetMap, c'est un projet libre pour cartographier le monde. Donc c'est similaire à Google Maps. Et il intègre des fonctionnalités aussi assez sympas sur la carte. Vous pouvez bien voir qu'est-ce qui est où. Non mais par exemple là vous voyez Super U, il y a un caddie pour montrer que c'est un magasin, et ça Google Maps le fait pas aussi bien. Sinon un autre logiciel sympa à utiliser, c'est Empathy.
Donc, par exemple, ça va vous permettre de ne pas utiliser Skype, parce que Skype, je le rappelle, déjà, Microsoft peut voir toute votre discussion, votre petite discussion le soir, tranquillement avec quelqu'un d'autre, ils peuvent le voir. Et l'État français peut le voir aussi. Donc, c'est pas cool de savoir que nos représentants peuvent voir mes discussions que j'ai en privé avec mes potes. Donc, concrètement, Skype, niveau vie privée, c'est 0. Empathie, donc ça peut vous empêcher, c'est une autre solution, une alternative à Skype. Donc je vais finir ce talk en vous parlant de Framasoft. Donc Framasoft, c'est une association française. Donc en fait, leur projet, c'est de faire un réseau dédié à la promotion du libre en général et du logiciel libre en particulier. Donc en fait, concrètement, ils ont un gros projet, c'est dégoogliser Internet. Donc ils veulent essayer de faire en sorte que les utilisateurs arrêtent d'utiliser les services Google et utilisent leur service, donc leur service de Framasoft ou leur service à eux. Donc il y a des tutos pour installer vos services, les mêmes que ceux qui sont sur leur serveur. Donc grâce à leur financement, ils peuvent se permettre d'héberger plusieurs services déjà, et donc ça va vous éviter d'avoir utilisé ceux de Google, et ça va vous éviter d'avoir installé votre propre serveur avec tous les outils. Donc il y a par exemple Framapad. Donc Framapad, c'est une alternative à Google Doc. Donc vous pouvez éditer un document en ligne à plusieurs. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vachement pratique quand on a des projets, par exemple à l'ISEN, qu'on doit éditer à plusieurs rapidement un document avant de le renvoyer à la fin de l'heure, et que c'est un peu le stress. Donc c'est super cool, Framapad. Il y a un autre truc, donc c'est Framadate. Donc ça va être, vous pourrez synchroniser votre emploi du temps et rajouter des choses à faire dans la journée. Donc c'est pareil que d'utiliser Google Agenda ou Google Calendar. Je crois que c'est Calendar. Il y a Frama Vectoriel, donc ça peut vous permettre de faire des dessins directement dans votre navigateur et d'enregistrer le dessin que vous avez fait. Donc c'est un peu comme avoir un Paint en fait dans le navigateur et qui ne vous traque pas, parce que ça existe d'autres services qui vous traquent. Frama Drive. Donc là, c'est un service de cloud je crois que c'est 2 gigas qu'ils offrent gratuitement. Donc oui, c'est vrai que 2 gigas c'est peu. Autant l'utiliser Ubique si vous voulez. Mais voilà, donc c'est une autre alternative pour avoir votre cloud. Et 2 gigas, c'est déjà pas mal quand on veut juste sauvegarder quelques factures ou juste ses contacts, juste son agenda. Il n'y a pas besoin de 10 gigas. Framabi, j'en ai parlé. Donc c'est le navigateur qui peut vous servir de proxy et qui va centraliser les réponses des autres moteurs de recherche. Il y a Framacart. Framacart, donc c'est tout simplement la carte d'OpenStreetMap disponible sur Framasoft. Et vous pouvez également rajouter, il y a des options pour rajouter des parcours et tout que vous avez fait. Donc voilà, il y a Framadrop. Ça c'est pour pouvoir envoyer des gros documents. Donc dans un mail, vous avez besoin de filer un document de plusieurs gigas. Vous n'allez pas l'envoyer par mail, donc vous allez le mettre sur Framadrop et vous enverrez le lien. Donc voilà, c'est concrètement un peu la même chose que de mettre sur Dropbox ou sur Google Drive. Donc voilà, c'est sur Framasoft. Il y a Framatalk. Ça c'est un projet, il n'est pas encore disponible. C'est un projet pour recréer un Skype. Donc un peu en utilisant, je crois que c'est utilisant Patty. Et donc c'est à venir en 2016. Il y a Framatube qui est en projet aussi. Donc ça c'est recréer un YouTube français du coup, donc Framatube, c'est un projet, c'est peut-être un peu ambitieux mais ça serait vraiment cool. Framamail, donc là ça sera plus tard, donc c'est courant 2016 ou 2017, je sais plus, c'est avoir sa propre boîte mail disponible sur Framasoft. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est Framasphère. Donc on n'a pas beaucoup parlé de Facebook pendant cette conf, on a surtout parlé de Google en fait. Mais il y a aussi Facebook, et c'est vrai que c'est dur de quitter Facebook parce qu'on a déjà tous nos amis et tout ce qu'on fait, on fait déjà plein de choses sur Facebook. Donc une fois qu'on s'y est inscrit, c'est vrai que c'est dur de le quitter. Mais moi je propose qu'on y aille ensemble sur Framasphère. Donc en fait c'est toute une communauté, sauf que l'avantage c'est que ça ne va pas être centralisé sur les serveurs d'une entreprise ou d'une association. Ça va être en fait chacun va pouvoir se créer son pod. Donc bon, faut être peut-être un peu geek pour lancer son serveur et installer l'outil Framasphère, mais vous pouvez utiliser les pods publics. Donc
Framasphere, enfin justement Framasphere c'est Diaspora en fait. Donc le logiciel s'appelle Diaspora et Framasphere c'est par exemple un des pods disponibles. Concrètement le logiciel Diaspora ça se représente comme ça. Donc c'est semblable à Facebook, vous avez les messages privés, vous pouvez faire des posts, des discussions, donc voilà. Et pour trouver quelqu'un, faut juste connaître, c'est le même format qu'une adresse mail, c'est là le nom de l'utilisateur, arrobase, le nom du pod et l'extension. Donc moi mon compte Diaspora c'est gilbianic@framasphere.org. Donc si jamais vous mettez sur Diaspora, envoyez-moi une invitation. Brendan il est juste au-dessus. Et sinon il y a nos comptes Twitter si vous voulez nous parler, si vous avez des questions à propos de tout ce que je viens de dire, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, donc peut-être que vous aurez des questions après qui vous viendront, donc n'hésitez pas à les poser. Là, du coup, on va. Donc, c'est la fin de la conférence. Merci de votre attention. On va passer à une session de questions-réponses. J'en vois déjà une ici. En fait, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque concernant les password managers. Ouais. Tu as cité tout à l'heure Dashlane, en fait. Mais, ouais. Moi, j'ai un prérequis pour les password managers. En fait, KeePass, c'est très bien, effectivement. Pour moi, il y a un prérequis fondamental pour les password managers, c'est qu'ils soient open source. Ouais. Un password manager qui a une licence propriétaire et dont je ne peux pas voir le fonctionnement, en fait, il y a un doute. Je ne sais pas où vont mes mots de passe. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Donc, c'est pas faux. Donc, c'est pour ça que KeePass c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est qu'il faut l'installer soi-même. Je sais pas s'il y a des services qui l'hébergent déjà. Mais donc, si vous êtes geek, je sais que la moitié des gens ici n'auront pas de problème à s'installer un serveur KeePass. Donc n'hésitez pas. Une autre question. C'est toujours plus une réponse par rapport à l'espace. Il est peut-être pas open source, mais il a... ouais, mais l'espace n'est pas open source non plus, je crois. Je crois pas. À vérifier, mais par contre... Si, open source, mais pas libre, je pense. D'accord. En tout cas, il a fait ses preuves. Les gars, en fait, il y a une partie des mots de passe qui est stockée en ligne sur un cloud. Pour que ça puisse passer facilement du téléphone à l'ordinateur, si jamais l'un des deux n'est pas connecté au moment où vous essayez de faire la transition. Et dans l'idée, ils se sont fait hack, voler tous les mots de passe, et c'était tellement salé, c'est-à-dire qu'il y a un processus de salage qui sert à sécuriser les mots de passe, c'était tellement bien sécurisé que les hackers ont réussi à récupérer aucun mot de passe. Ouais. Bah, de toute façon, quand il y a des mecs qui te mettent une passe-phrase de 24 caractères, ouais. Donc concrètement, quand tu as un mec comme moi qui met 24 caractères avec des trucs alphanumériques et tout, si les mots de passe ont été chiffrés avec ça, bonjour pour les retrouver, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thibaut. Alors. Pas trop technique, s'il te plaît. Je vais lever la main tous les deux en même temps. Je vais laisser à Laurent parce qu'il a levé la main en premier. Il est plus proche, pardon. C'est à propos des services de stockage genre Dropbox, Cubic, tout ça. Il y a aussi Mega qui propose ces services, donc 50 gigas gratuits. MegaSync. Ouais. J'ai lu les conditions de... En fait, je voulais en parler dans le talk. J'avais demandé à Flo qui l'utilise aussi. Et j'ai lu les conditions. Et en fait, il y a une ligne qui m'a pas plu. Et du coup, je n'ai pas voulu vous en parler dans ce talk. Ça disait que les conditions politiques de... Enfin, les conditions politiques de confidentialité, voilà, pouvaient être changées à tout moment. Et que cela, ça entraînait que vous acceptez automatiquement ces mises à jour. Donc, la dernière mise à jour date de 2012. Donc autrement dit, depuis 3 ans, la politique n'a pas changé, mais si un jour elle change, ils vous volent tous vos documents, vous n'avez pas le temps de réagir, donc j'aime pas trop ce principe. Il y a surtout un gros problème avec Mega, c'est que Kim.com, celui qui a créé Mega, en fait s'est fait complètement virer de sa boîte et il a dit que ça a été racheté par des investisseurs japonais et qu'il n'a plus aucun contrôle. Et que même lui ne truste plus sa propre boîte. Donc ça donne le ton. Il est parti sur complètement un autre projet en fait et il a fait une interview en disant Mega c'est de la merde en gros. Ok. Sinon il y a eu Bic. Une autre question. Ouais, moi c'est pas vraiment une question, mais je vais faire un peu de pub pour Privacy Badger, qui est une extension sur Firefox, Chrome, Firefox Android et ils essayent de développer pour iOS. Et en gros, ça analyse les différents cookies qui sont utilisés lors de la navigation sur Internet
et il va apprendre lesquels bloquer, lesquels track ta navigation. Et du coup, il essaye de bloquer un maximum de cookies tout en préservant quand même les trucs pratiques, genre se reconnecter automatiquement à un site quand on quitte, etc. D'accord, bah merci, je connaissais pas. C'est développé par Electronic Frontier Foundation et c'est open source aussi. Donc, ok. Voilà. Juste une remarque sur. Tu as parlé de Ghostery. Oui. Ça fait partie un peu des extensions qui sont un peu cheloues, où elles sont parties de plein de bonnes intentions. Comme et Adblock. comme Adblock, et en fait, ils se retrouvent avec le même modèle financier, c'est-à-dire si tu fais un gros chèque à Ghostery, tu peux passer outre. Ok. Pour ceux qui utilisent Adblock, si vous connaissez, en gros c'est un bloqueur de pub. Il est un peu critiqué parce que, par exemple, étonnamment, il laisse passer des pubs de Google. Je sais pas pourquoi, il a tendance à faire ça. Peut-être qu'il a été payé par Google. Oui, je sais que ça a été confirmé. Donc voilà. Donc concrètement, oui, il bloque la plupart des pubs, mais il en laisse passer certaines. Donc si vous aimez pas la politique de laisser passer certaines pubs parce que Google a payé, il y a un bloqueur de pub libre qui s'appelle, je crois que c'est uBlock. Ouais, c'est ça, c'est uBlock. uBlock, donc ça s'installe, donc c'est similaire à Adblock. J'ai pas essayé, donc je pourrais pas vous dire. Donc Adblock, s'ils laissent passer certaines pubs, c'est qu'ils ont mis en place une politique de pub dite autorisée, dite raisonnable en fait, qui ne sont pas intrusives, etc. Donc c'est pour ça qu'ils laissent passer certaines pubs. Et justement, ils sont en train de passer des partenariats avec certaines personnes pour essayer de voir comment on peut régler ce souci des... Ah, merci. Comment on peut régler ce souci de pub, parce que certains petits sites qui ne vivent que de pub, justement, sont en difficulté actuellement à cause des adblockers. Donc il y a toute une réflexion à faire autour des pubs pour pour avoir justement des pubs raisonnables, qui ne sont pas trop intrusives, pour que tout le monde puisse vivre gratuitement, plus ou moins, quoi. D'accord, ouais, c'est vrai que les pubs, c'est un peu un sujet à risque pour Internet, parce que c'est vrai que ça finance des personnes très gentilles, puis ça permet à certaines autres personnes de vous traquer, parce que des fois, rien que dans la pub, en fait, il y a un tracker. Donc c'est concrètement compliqué, et donc c'est à vous de juger si vous voulez utiliser Adblock ou non, ou sinon c'est uBlock, la version libre. Faut noter aussi que Adblock, il y a la plupart des sites qui affichent des publicités qui détectent et qui savent détecter s'il y a un bloqueur de pub sur le navigateur, et qui affiche un petit encart qui n'est pas intrusif du tout. Est-ce que vous voulez vraiment bloquer la pub? Est-ce que nous, ça nous finance, ça nous permet de vivre? On est complètement indépendant, donc c'est le seul truc pour nous financer. Et est-ce que vous voudriez pas juste désactiver votre publicité, votre bloqueur, pardon, sinon c'est pas grave. Et il y a pas longtemps, alors je sais pas du tout si c'est passé ou non, mais je sais qu'il y avait une initiative chez Adblock pour bloquer également ces encarts-là. Donc pour que vraiment les sites n'aient vraiment même pas la possibilité de se justifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, alors une petite astuce pour régler le micro, merci de me le dire Thomas, enfin pour porter le micro, pour pas faire tout le temps dedans, vous le portez ici, au niveau du menton. Voilà, c'était le petit tuto. Non mais je vois ça parce qu'il y a déjà eu ce genre de truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Ah, vas-y. Ouais, du coup je vais faire comme ça. Ouais, Adblock, en fait, maintenant il y a certains sites, en fait, quand tu as Adblock, tu peux pas y accéder, en fait, ça met une page devant, en fait, et il faut désactiver, ensuite refresh ta page, quoi. D'autres questions ou remarques? Tout ce qui est fournisseurs d'accès Internet fournissent leur adresse mail. Celles-ci aussi sont surveillées? Quand les fournisseurs, par exemple, @Orange ou @CFR et tout ça. Je saurais pas trop vous dire, mais je pense que. Alors déjà, faut savoir que si c'est pas surveillé par les fournisseurs d'accès, désolé de te couper. Je voyais que tu galérais, donc
si déjà c'est pas surveillé par les fournisseurs d'accès eux-mêmes, je te rappelle que les fameuses boîtes noires du gouvernement, ils sont posées justement chez ces fournisseurs d'accès. Donc dans tous les cas, il y a au moins le gouvernement qui y a accès. Après, ça dépend de la politique du fournisseur d'accès en elle-même, enfin en lui-même, quoi. Oui. Donc c'était le sujet qui arrivait pendant le projet de loi sur l'enseignement. Je sais pas si c'est ça que tu me parlais. Juste une dernière remarque sur Mega, là, justement. Tout à l'heure, on parlait du fait que Kim.com avait un peu renié son bébé, on va dire, mais en fait, c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux, hein, vu le côté sulfureux du personnage. C'est pas... Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien exprimer ses idées, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez envie de sushi? Ok, donc c'est la fin de cette conférence. Merci de votre attention. Je vais juste avant... Désolé de te couper dans ton élan, Pierre. Oui. Alors... Merci. Alors, juste avant de vous laisser aller manger les délicieux sushis préparés par Podpon Nippon, je vais juste rappeler trois petites choses, 3 petits événements qui vont arriver dans le courant du mois en rapport avec la sphère numérique. Le week-end de la semaine prochaine, il y a une partie de la soirée du vendredi 12 et la journée du samedi 13. Il y a la cantine numérique, donc une asso brestoise qui organise en partenariat avec Reporters sans frontières un hackathon. Donc un hackathon, c'est une journée, une période pendant laquelle on participe à l'amélioration d'un outil. En l'occurrence, c'est un outil pour lutter contre la censure dans certains pays comme la Chine ou l'Iran. Et du coup, c'est libre. Enfin, il y a une inscription, mais qui est gratuite. On a posté le lien sur la page Facebook du Club ELEC. Et ils recherchent principalement des développeurs en PHP. Si vous touchez un petit peu en PHP, alors on sait PHP, c'est pas forcément très bien, merci. Mais si vous maîtrisez un petit peu, n'hésitez pas. Si vous avez envie en plus de donner un petit peu de votre temps pour permettre à certaines personnes de bénéficier d'une liberté d'expression et d'information. Personnellement, je trouve ça génial. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Un deuxième événement, c'est du 19 au 25 février. Il y a les Chats Cosmiques, qui est une association de bidouille, en fait, de bidouillage à destination des débutants. Ils partent du principe qu'ils sont débutants, ils ont envie de bidouiller, ils bidouillent, et ils ont envie d'entraîner d'autres débutants avec eux, qui organisent une série d'ateliers sur la création de jeux vidéo, donc sur une plateforme dont j'ai évidemment oublié le nom, et qui... Pardon ? Super Powers, merci Thomas. Et du coup qui organise ça. On a foutu le lien sur la page Facebook du Club ELEC. Et le troisième élément, je laisse Pierre en parler. Yep. Du coup, la semaine prochaine et demain, pour ceux qui sont en partiel et en vacances, je vais proposer un talk sur le cloud. Alors l'idée de ce talk, c'est tout simplement... Pourquoi je me déplace? Ah, la caméra. Du coup, l'idée, en fait, c'est que à l'ISEN, on ne nous apprend pas du tout à utiliser le cloud, que ça soit utiliser un serveur ou utiliser ce qu'on appelle un platform as a service. Donc, pour ceux qui ont été au Startup Weekend, c'est ce que vend Clever Cloud. Donc, l'idée, c'est vraiment de démystifier le terme cloud et de découvrir comment ça marche d'un point de vue ingénieur, c'est-à-dire pourquoi un développeur en fait peut monter sa boîte avec juste un ordi et du café. C'est pas pour rien en fait. C'est en utilisant la puissance du cloud, et donc c'est vraiment une démystification. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour demain? Parce que mes slides sont pas prêtes, mais je suis prêt à passer la nuit pour les préparer. Bon, du coup, à demain. Alors, à savoir que du coup, demain, il y aura une séance qui sera un petit peu officieuse. Ça sera dans une salle un petit peu squattée à l'arrache. Pour ceux qui sont pas spécialement pressés ou qui partent pas en vacances la semaine prochaine, il y aura une séance plus posée, on va dire. Ça sera très probablement dans l'annexe du foyer mercredi prochain. Donc, pareil, même heure que cette conférence. Donc voilà, c'est ouvert à tous. Voilà. Suivez la page Facebook, je ferai passer l'info sur cette page-là. Et Pierre sera ravi de se faire enregistrer. Oui, pas de souci.
Bah, non, pas pour l'officieuse, pas pour l'officieuse. Pour l'officiel, il n'y a pas de souci. L'officiel sera enregistré. C'est juste comme à peu près tous les préviens-moi quand tu me demandes un truc comme ça. Donc, je vous remercie de votre attention et sur ce, je vous laisse aller manger des cookies si vous avez envie de discuter, etc. On y sera. Des cookies, des sushis. Ça m'a un petit peu contaminé. Si vous avez envie de discuter à propos des GAFAM, etc., n'hésitez pas, on y sera. Et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.